Bonjour à tous. Hello. Est-ce que tout le monde nous entend correctement? C'est bon? Top. Alors nous aujourd'hui, si on est là avec Étienne, c'est parce qu'il y a quelques jours, on parlait de données perso, de vie privée, etc. Et on a reçu un message qui était plutôt inquiétant. Donc je vous propose qu'on commence par écouter ce message. Si seulement vous saviez, vos données sont si mal protégées. Quand on a entendu ça la première fois, on a eu un peu peur avec Étienne et on s'est dit, c'est pas normal qu'on soit espionné comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est de là où on s'est dit, stop à l'espionnage, il faut qu'on trouve un moyen de disparaître d'Internet. Alors après, moi personnellement, j'ai pas très peur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données sur moi sur Internet. Faire gaffe parce que j'ai l'impression qu'il y a des slides en plus. Il a dû trouver 2-3 trucs sur toi finalement, donc je pense que c'est un peu des bobards ce que tu racontes. Du coup, Michael Alves, tu travailles à Zenica pour le client Bedrock en ce moment. Il a eu ton petit surnom, ton âge, ta profession, consultant web, et que donc tu habites à Lyon, donc tu es un peu loin de chez toi. C'est pas trop grave. Sinon, il a aussi trouvé tes hobbies un peu en dehors de ton domaine professionnel. Tu es co-organisateur d'une association à Lyon qui s'appelle la Lyon.js. Tu travailles souvent pour l'open source avec Raymotion et le programme Upright Heroes. Et puis aussi, tu vas souvent boire des coups avec tes collègues. Ça va, c'est pas mal. m'arrive. Et il a même aussi mis tes réseaux, il est super sympa quand même. Il a trouvé quelques trucs. Ouais, donc c'est vraiment bizarre parce que tu disais qu'il avait rien trouvé sur moi, mais sur toi, mais je pense que sur moi vraiment il a rien trouvé. Par contre, ça c'est sûr, clair et net. Je pense pas que. Alors je crois qu'il a fait un petit peu pareil. Je crois qu'il a aussi trouvé des informations sur toi. Donc Étienne Hidou, il a même trouvé ton surnom Pops, qui est quand même quelque chose que pas grand monde sait. Effectivement. Comme moi, t'es consultant à Zenica, tu travailles chez Bedrock. T'es de Lyon et t'as plusieurs passions. Il a trouvé le jeu vidéo, les animaux, le JS et même tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée avec tes réseaux. Donc j'ai l'impression que pour cette fois-là, on est quand même dans la même galère. Donc on va devoir combattre ensemble pour résoudre ce problème. Première chose qu'on fait quand c'est comme ça, le plus important, c'est on doit connaître les armes de notre ennemi. En voyant à peu près ce qu'il a marqué sur nous, je ne sais pas s'il y a moyen de trouver beaucoup d'autres informations personnelles sur une personne. En vrai, tu te trompes parce que les données personnelles, il y en a des millions sur Internet, on en donne tous les jours, que ce soit sur les sites Internet ou même sur votre blog, vos données de carte bancaire, etc. Votre carte d'identité, que ce soit votre âge, votre numéro de téléphone, votre numéro de sécurité bancaire, sécurité sociale aussi, pardon. Tout ça, c'est plein de données que vous donnez sur Internet sans faire attention ou en faisant attention. Et puis, c'est des données que les gens peuvent récupérer, surtout les grosses associations. Ça peut même aussi être des données sensibles, que ce soit votre religion, votre opinion politique que vous mettez sur Twitter ou quoi. C'est plein de trucs qui permettent, de près ou de loin, de vous identifier à votre personne. Et donc, je pense que c'est surtout pour ça que... C'est surtout pour ça que les géants de la tech vous adorent. En fait, c'est pas vous qu'ils aiment bien, c'est plus vos données. Et il y a pas mal d'illustrations qui parlent de ça, que vous pouvez trouver sur Internet, avec plein de petits jeux de mots, etc. Comme quoi, toutes ces entreprises, elles adorent nos données, elles sont en train de nous regarder. Bref, on est dans du plein tracking. Ah oui. Et quand on regarde un peu tout ce que vous voyez là à l'écran, on repère quand même certains logos qu'on connaît tous. Je crois bien que c'est les logos des GAFAM. Ouais, c'est ça, l'acronyme GAFAM, tout le monde connaît, mais on va pas l'expliquer, mais on va plus vous donner des chiffres. Les GAFAM, en termes de cloud, c'est 56% du cloud sur Internet, ce qui est pas mal. On a aussi 95% des ordinateurs qui appartiennent aux GAFAM, avec Apple et Microsoft notamment. On a 99 000 recherches par seconde au niveau de Google, ça fait quand même un sacré paquet de recherches à la seconde, et donc c'est à peu près 2 milliards de comptes Google, Gmail qui existent. Après, très sincèrement, je pense que les comptes Gmail, j'en ai déjà 10 juste pour moi, donc peut-être que ça joue un peu. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Donc en vrai, en termes de chiffre d'affaires aussi, parce qu'on adore parler d'argent, on est à 1261 milliards de chiffre d'affaires. Pour vous donner une idée, c'est un truc que j'aurais jamais sur mon compte. Ou alors une info un peu plus intéressante, c'est le PIB de l'Espagne. Voilà. Mais en vrai, on voit autant de données, on se dit bon, c'est quand même des gros chiffres, ça doit être protégé tout ça en vrai, non? Eh bien, figurez-vous que pas tant que ça. En faisant quelques recherches, on a trouvé plusieurs cas où il y a eu des fuites de données. Donc, premier cas, c'est le cas de Aadhaar, qui est le système en Inde pour tout ce qui est Identification biométrique. Identification biométrique des citoyens. En 2018, ils ont eu 130 millions de comptes de citoyens d'information qui ont été leakés dans la nature. Donc ça fait quand même de gros chiffres. Après, on a pris un autre exemple de Google en 2018. Donc Google, je pense que tout le monde dans la salle l'utilise. Donc vous faites partie peut-être des 52 millions d'utilisateurs qui ont vu leur compte libéré dans la nature. On a ensuite mis l'exemple de Facebook en 2019.
Point positif, c'est que depuis 2019, plus personne n'utilise Facebook. Mais il y a eu 600 millions de mots de passe qui ont été partagés en 2019, ce qui est quand même assez grave parce qu'à l'époque, il y avait tout le monde qui partageait sa vie sur Facebook, donc ça fait beaucoup d'informations dans la nature. Et ça, c'est que 3 exemples parmi tant d'autres. On en a mis d'autres ici avec Twitch, LinkedIn, Yahoo, etc. Mais ça correspond à toutes les applications que vous utilisez au quotidien. Donc il y a vraiment des fuites de données de partout. Donc, premier message, faites attention à vos données. Ouais, attention à vos données. Là, on a parlé des chiffres concrets pour certaines entreprises, mais en termes général, c'est 950 millions de comptes qui ont été fuités dans le monde. On a aussi à peu près 1 milliard d'adresses qui ont été exposées. Ça fait vraiment beaucoup, hein. Sinon, si on revient au terme de la France, on est plus à 22 millions d'attaques recensées chez nous, ce qui fait à peu près 1 personne sur 5. Donc là, je pense que dans la salle, il y en a sûrement qui ont déjà eu leurs données exposées, même si vous ne le savez peut-être pas. Rassurez-vous, on a des données sur personne. Ouais, nous on n'a rien, on a juste les nôtres. Sinon, petite fun fact un peu, si on continue comme ça et qu'on n'arrête pas si on ne se protège pas, dans 5 ans on aura leaké tout Internet, donc on aura peut-être un nouveau talk à ce moment-là. Oui. Après, nous, avec Étienne, on a vu tous ces chiffres et on s'est dit, on est dans l'informatique, on est un peu des geeks, nous tout ça, ça nous fait pas peur, on se fait pas avoir par les mails, etc. Tout ce qui est hacking, pas de problème. Donc en vrai, on a... Je sais bien plus de choses que ce que vous pensez. Ah. Je sais vos moindres déplacements, les appareils que vous utilisez, les recherches que vous faites, ce que vous adorez dans la vie, et même vos endroits préférés. Je sais tout. Oula. Oups, c'était pas prévu ça. On est des bons acteurs, hein, quand même. Ouais, mais du coup, il a l'air de savoir plein de trucs sur nous. C'est dingue d'avoir autant de données, en fait. Ouais. D'où ça vient, quoi. Avec Étienne, au début, on vous a dit qu'on n'a pas eu peur au moment où on a reçu le premier message, mais on s'est quand même dit qu'on allait faire un peu de recherche pour savoir si vraiment on était en danger. Et première chose qu'on a essayé de regarder, c'est d'où provenaient ces données. Alors, on ne peut pas regarder absolument toutes les applications et les plateformes, donc on s'est concentré sur un seul service, qui est Google, et on s'est intéressé à Google Takeout. Est-ce que des gens dans la salle connaissent Google Takeout ? Ok, bien. Il n'y en a pas beaucoup. Pour les autres, enfin même ceux qui savent, parce que ça se trouve, je vais vous apprendre des trucs quand même. Google Takeout, c'est un des services de Google qui vous permet de récupérer les données que Google a sur vous, liées à un certain compte Google. Donc c'est disponible sur vos comptes Google perso. Si vous avez des comptes Google Pro avec vos entreprises, c'est disponible aussi. Et tous ces fichiers, ils sont disponibles au téléchargement. Ça dépend si votre compte pro les ouvre ou pas, mais généralement vos comptes perso, vous pouvez télécharger toutes vos données de Google. Donc à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à une interface comme ça. Quand vous arrivez sur Google Takeout, vous pouvez cocher les différents services dont vous souhaitez récupérer vos données. Et à la fin, vous avez accès soit à un export par mail, soit à un export par Drive. Bien évidemment, au moment où vous téléchargez ces données, ça vous affiche une super pop-up en rouge en disant « Attention, c'est vos données personnelles, évitez de les rendre publiques, etc. » Pour les bienfaits de ce talk, c'est ce qu'on n'a pas du tout fait avec Étienne, vu que 10 minutes après, on avait push toutes nos données sur GitHub. Non, on a quand même fait quelques petites modifications, ça sert à rien d'aller voir. Et nous, on s'est dit qu'on allait utiliser ces données pour créer une application qui va nous permettre de visualiser un peu toutes les données que Google a sur nous. Premier truc, on va peut-être regarder, qu'est-ce qu'on a réussi à récupérer ? Donc je crois qu'on avait 2 comptes perso, c'est ça ? Ouais, c'est ça, on avait nos 2 comptes perso, et du coup, qu'est-ce qu'on a pushé sur GitHub à la vue de tout le monde ? On a mis 6 gigas de données personnelles, c'est 6 gigas donc, sur 2 comptes différents, ça fait à peu près 9 ans d'historique de données, donc ça remonte en 2014, je pense que, vu l'âge moyen ici, tout le monde était là. Et donc du coup, comme Mickaël avait dit... C'est pas méchant. Non, c'est... Comme Mickaël avait dit, on a 46 services différents donc sur ces 6 gigas de données. Ça fait à peu près environ 14 000 fichiers à traiter avec plein de types de formats différents. On a du JSON, du CSV, du texte, de l'HTML. On s'est fait plaisir. Ah bah, ils se sont dit, on va rien mettre de la même façon, comme ça c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc vous en doutez, nous quand on a fait l'application, c'était une pure partie de plaisir. C'est faux, c'était un enfer. Ouais, et en plus on a souffert peut-être pour pas grand-chose, parce que c'est un truc qui existe déjà, non ? Alors en cherchant un peu, on s'est rendu compte qu'il y avait une application qui avait été réalisée par Google qui s'appelle Google Timeline. Donc qu'est-ce que Google Timeline ? C'est une application qui vous permet d'afficher à l'écran
tous vos trajets qui sont enregistrés dans votre compte Google. Donc vous avez une interface où à droite, vous avez une carte avec vos trajets. Et à gauche, vous pouvez sélectionner le jour. Et vous avez plein d'informations, la vitesse à laquelle vous alliez, le mode de transport que vous aviez utilisé, etc. Donc on a vu tout ça. Et là, vous allez vous dire, mais s'il y a déjà un truc qui existe, pourquoi vous l'avez refait? Alors, 3 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas forcément confiance en Google. On s'est dit peut-être qu'il ne nous montre pas tout. Deuxième raison, c'est parce qu'avec Étienne, on aime bien se faire du mal. Et troisième raison, c'est pourquoi pas, parce qu'il y a même des gens qui se sont amusés à cloner Shazam. Donc on s'est dit qu'on allait faire pareil. Petit banger. Ok, donc du coup, si on se remémore un peu ce qui s'est dit dans le message qu'on a récupéré, on avait pas mal de données, il avait pas mal de données sur nous, on avait surtout l'historique des positions. Ouais, le premier truc dont il a parlé dans le message qu'il a dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a parlé qu'il arrivait à savoir tous les endroits où on était allé, donc c'est un peu ce que fait Google Timeline, et on s'est dit qu'on allait peut-être faire pareil. Ouais, c'est ça. Donc nous, on a récupéré les 14 000 fichiers, on les a mis dans une application front-end, on s'est bien amusé, on a fait ça hier soir. Donc ce qu'on a dans les JSON pour ce qui est historique des positions, on a le point de départ avec un lat long classique pour placer quelqu'un sur le monde, une adresse avec une confidence, une location confidence là, que vous voyez à la fin, parce que Google n'est jamais sûr en fait de où vous êtes. Il propose un endroit, etc. avec une confidence comme ça, mais il n'est jamais sûr d'où vous êtes, même si il est un peu près sûr quand même. Et on a ensuite une destination de fin, là où vous êtes allé, avec un peu plus de trucs aussi derrière. Si tu passes à la suite, on a aussi la duration, le temps qu'on a mis pour aller de ce point A à un point B en timestamp, donc ça c'est classique. Encore une fois, une confidence sur ce trajet, en général sur tout ce qu'on a pu faire sur ce trajet. Et aussi les types d'activités qu'on a pu faire pendant ce trajet. Est-ce qu'on a marché, est-ce qu'on a pris le métro, est-ce qu'on y est allé en voiture, en avion, et je crois même qu'il y en a une autre. Ouais, il y a quelques temps, ils l'ont enlevé depuis, mais la première fois qu'on s'est intéressé à nos données de Google Takeout, il y avait aussi la possibilité de savoir si on avait fait le trajet en titubant. Ce n'est vraiment pas une blague. Il y avait vraiment ça avant. On n'a pas réussi à le retrouver. Non. Donc je pense qu'ils l'ont enlevé, mais avant c'était possible. Je ne sais pas trop comment ils déterminaient ça, mais après bon, nous c'est pas trop notre genre de tituber pour rentrer, donc ça va. Et en plus de ça aussi, on a la liste des endroits qu'on aurait pu visiter pendant qu'on a fait ce trajet, avec encore des lattes longues de partout et la manière dont on a visité ces endroits. Donc voilà, ça nous fait plein de données à afficher. Du coup, on a pris notre petite application front et on s'est amusé à faire des petits dessins, un peu comme ce qu'on avait pu voir sur l'application de Google. Donc ça ressemble un peu à ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc on a une map avec un trajet. Vous avez pu voir que cette fois-là, j'ai dû aller au Portugal. Vous avez accès du coup à tout le détail à gauche avec les durées des trajets, l'heure à laquelle on est parti, le moyen de transport que l'on a utilisé. Vous avez des noms qui sont associés à des adresses, parce que si c'est stocké sur Google, Google sait telle adresse correspond à telle personne ou tel endroit. Donc on a une première version où on voit quelque chose d'un peu plus grand. Et on a un deuxième endroit où là on a un parcours qui est un peu plus centré. Donc ça, vous pouvez voir notre magnifique ville de Lyon et on peut voir plusieurs trajets d'Étienne. Donc les trajets, ils sont très précis. On a été sacrément impressionnés de ça. Et en vrai, il y a très peu, même voire, je pense qu'on a détecté aucune erreur sur tout ce qui était moyen de transport utilisé. Quand on sait qu'on prend le métro, c'est bien marqué qu'on prend le métro. Quand on marche, c'est bien marqué qu'on marche. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez précis. Ouais, donc ça va, ils sont plutôt pas mal sur ce que j'ai fait durant ces derniers jours, donc ça va. Donc voilà, on a réussi un peu à récréer cette application, mais on a aussi plein d'autres données. Un autre truc dont il parlait dans la vidéo, c'était les appareils et les services qu'on utilisait. Je crois que tu as fait un truc là-dessus. Yes, j'ai aussi regardé les différents services et ce qu'on appelle le journal d'accès sur Google. Donc bien évidemment, nouveau format de fichier, un fichier CSV, parce que c'était trop compliqué de faire comme avant. Et à l'intérieur de ça, on a des identifiants, enfin des ID de comptes Google, on a des adresses IP qui ont été utilisées, on a les différentes applications que l'on a utilisées depuis quel appareil. Et avec ça, à peu près de la même façon, on a refait une petite application où vous pouvez voir que le 11 mars 2023, bien évidemment, on ne l'a pas répété, mais comme on vous a dit, on a récupéré des données sur 9 ans. Donc là, pour faire un truc plus simple, on a sélectionné une date précise, mais on a vraiment ça pour tous les jours et absolument toutes les heures. Donc ce jour-là, quasiment 1400 activités recensées sur ce compte Gmail. Je crois que c'est le mien, je crois. Ça doit être les datas d'Étienne. Donc on a répertorié quelques adresses IP, ça n'a rien de les copier, on a tout modifié, etc. Donc ça ne va pas vous servir à grand-chose.
On voit aussi du coup les différentes applications qui ont été utilisées. Donc Google sait quand est-ce que vous utilisez Maps, quand est-ce que vous utilisez YouTube, vos mails, etc. Il sait absolument tout. Et en plus de ça, il sait depuis quels appareils vous utilisez ça. Donc c'est depuis un téléphone, un ordinateur, une tablette, votre voiture, votre montre connectée, absolument tout. Des fois, il n'est pas sûr, donc il ne met pas les informations. Mais la plupart du temps, il arrive à trouver l'appareil que vous avez utilisé pour faire ça. Une fois qu'on a fait ça, je crois qu'il a parlé d'un autre truc. Il a parlé de tout ce qu'il a dit. Oui, je peux savoir tout ce que vous recherchez sur Internet. Alors moi, ça m'étonne parce que je supprime quand même assez souvent mon historique de navigation. Donc en vrai, j'ai pas très peur. Oui, bon, en vrai, tu le supprimes au niveau de ton client web, mais eux, Google, ils gardent vraiment tout de ton historique. Donc là encore, ça va, ils ont été gentils avec moi. Ils ont réutilisé du JSON, ils sont vraiment sympas. Donc là, on peut voir vers comment on est arrivé vers cette page, avec le page transition, si vous êtes un nouveau link ou quoi, avec le titre de la page, l'URL. Et là, vous voyez un beau time USEC. Donc là, on a un petit challenge. Si vous arrivez à savoir quelle est la date exacte avec ce format-là, venez nous voir après. On a un petit cadeau pour vous. Pour information, petit tip, c'est en microsecondes. Voilà. Donc on a tout ça. Et en voyant ça, en fait, on s'est vraiment rendu compte que Google avaient du mal à gérer tout ce qui était date. C'est jamais les mêmes formats. Donc on s'est dit qu'en fait c'était peut-être leur première sécurité, c'est que n'importe qui pique vos données, en ouvrant les fichiers, je pense, elle n'a absolument pas envie de les utiliser parce que c'est imbitable. Ouais. Donc ils comptent peut-être sur ça pour sauver nos données. Donc voilà, on a refait une petite application avec ces données d'historique. Donc là, je crois que c'est encore moi. Je m'affiche un peu. Pareil, on a repris la date de mars, c'est juste après mon anniversaire. On peut voir que là, mes données d'historique, vu que c'est mon compte perso, commencent à 19h. Donc en vrai, ça va. Ça veut dire que peut-être tu travailles avant, quoi. C'est pas mal. Là, ça va. Il y a 2-3 Zenica, mais il n'y a pas mon employeur, donc c'est bon, je peux faire semblant. Donc voilà, on voit que je visite souvent Facebook, un site qui s'appelle GitDead, qui est un peu comme Discord pour ceux qui connaissent. Donc les sites les plus visités par heure et aussi les sites les plus visités tout court. Donc là, on peut voir que j'adore ouvrir des onglets. C'est mon passe-temps préféré. Quand je ne sais pas quoi faire, j'ouvre des onglets. Voilà. Sinon, ouais, Messenger, boîte de réception, j'adore lire des mails aussi. Et puis, je travaille souvent, vu toutes les URL bizarres, ça c'est des URL de dev, donc vous n'en faites pas. Et de la même façon, là c'est juste un extrait, on a pris les données qui étaient les plus visitées, mais par jour, il n'y a pas un seul site qui ne se retrouve pas dans ce fichier. Donc vous avez absolument tout sur tous les jours. Donc ça commence à faire un peu peur, on peut récupérer pas mal de trucs. Et on n'en a pas fini. Et on n'en a pas fini parce qu'après, de la même façon qu'on vous a affiché les différents trajets, on peut savoir un peu, avec les données qu'on a trouvées, il y a un fichier où on a les points d'intérêt. Ouais, ça c'est plutôt intéressant à regarder, les points d'intérêt. Bon, ça va. Encore une fois, ils ont été sympas avec moi, ils ont remis du JSON. Donc il a pris que les trucs les plus simples à... Là, pareil, on a encore une fois une note longue pour savoir où est-ce qu'on est allé. Et là, on a une adresse portugaise, je crois que tu la connais celle-là, non ? Alors ça, si vous voulez noter, si un jour vous allez au Portugal, c'est une super boulangerie. C'est pas de la pub, mais voilà, on vous a mis ça quand même en petits tips. Elle est dans ma to-do. Donc voilà, on a aussi une confidence, parce que comme je vous l'ai dit, Google n'est jamais sûr, mais on ne sait jamais. Une duration encore, avec là, cette fois, on n'a pas de time USEC, ils ont encore été gentils. Et ensuite, vu que là, je vous parlais de confidence aussi, Google aussi se permet de faire un peu des guesses sur où vous êtes potentiellement allé si vous n'êtes pas allé à cette boulangerie. Donc là, on peut voir que peut-être que Mika est allé à la bibliothèque municipale pour lire un livre. Je pense que j'étais à la boulangerie. Donc voilà, on peut voir d'ailleurs que la confidence est à 3, donc ouais, je pense que les livres, c'est pas trop ton fort. Donc là, hop, on a refait une application, parce qu'on adore le front. Et de la même façon, du coup, on voit, là on va pas zoomer, mais vous avez accès à tous les points d'intérêt que vous avez faits. On a juste additionné les points d'intérêt qui se retrouvaient souvent pour voir vraiment les endroits où vous allez le plus. Et à partir de là, on récupère plein d'adresses. Bien évidemment, ces adresses ont été modifiées. C'est pas du tout mon adresse. Les vraies adresses, donc ça ne sert à rien de les copier et de venir chez nous. Mais voilà, vous avez aussi un fichier où vous avez toutes les localisations où vous êtes allé, donc hôtel, magasin. Vous pouvez même retrouver dans des fichiers, on a retrouvé le nom de certains de nos voisins qui ont leur adresse liée à leur nom, prénom. Donc vous avez tout ça dans les fichiers. En vrai, c'est super intéressant de revoir des données d'il y a de certaines années. Un autre truc aussi qu'on a trouvé et qui est assez intéressant, c'est qu'il a aussi parlé des centres d'intérêt dans nos données. Ça, c'est intéressant quand même. Yes. Et les centres d'intérêt, du coup, ça ressemble un peu à tout ce
tout ce que Google peut vous proposer, que ce soit dans les pubs, dans la partie shopping, dans les liens sponsorisés, etc. Bien évidemment, nouveaux concurrents au format de fichier, le format HTML. Google s'est dit que ça allait être une super idée de prendre les centres d'intérêt, de les mettre dans une seule div séparée par des BR. C'est facile à lire. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Un peu de parsing. Et on se retrouve du coup avec une nouvelle app. Du coup, 23 décembre, j'ai dû consulter. Vous avez deux choses différentes. Donc les liens que vous avez consultés et les liens qui vous ont été proposés mais que vous n'avez pas consultés. Donc ce jour-là, j'ai dû consulter des liens sur le foot, Karim Benzema et des Nike Dunk. C'était avant Noël, donc c'est fort possible. Et vous avez en dessous plein de liens qui vous ont été proposés. Vous n'avez pas cliqué dessus, mais ils sont aussi là. Et de la même façon, comme depuis tout à l'heure, vous avez ça pour absolument tous les jours. Donc vous pouvez voir au fur et à mesure vos centres d'intérêt évoluer. Et en regardant un peu, ça correspond très très fortement au niveau des périodes à ce que j'ai regardé. Donc c'est plutôt très bien fait. Là c'est cool. On a récupéré plein de données, mais en fait on n'a rien fait de très compliqué. On a juste récupéré des fichiers, on a parsé les données et on les a affichés sur une map. Mais en fait, ce qui est vraiment perturbant, c'est de se dire qu'on a la possibilité de prendre ces données et en faisant des croisements, d'obtenir des informations supplémentaires. Ouais, c'est ça. Donc on s'est un peu amusé à croiser toutes ces données. Donc là, si on retourne sur le trajet de moi qui me balade, qui va au travail à Lyon, si jamais on va voir ce que j'ai fait chez moi, par exemple, hop, on va pouvoir voir que ça charge un peu. Ça charge un peu. Hop là, voilà. Hop, on peut voir que j'utilise souvent Gmail quand je suis à la maison et que je suis souvent sur mon PC parce que voilà, je suis un geek, hein, comme on l'a dit. Et que les sites les plus visités, généralement, c'est Messenger et aussi ma boîte mail. Donc voilà, c'est des informations qu'on peut avoir là sur les lieux, mais aussi sur les trajets. Quand je prends le métro, avec mon téléphone, il peut savoir où est-ce que je suis allé, ce que j'ai consulté, ce que j'ai acheté sur Internet. Donc c'est vraiment des belles données à croiser qui nous montrent pas mal de choses quand même. Si on réfléchit, en fait, avec toutes les données qu'ils ont sur nous, en les croisant, on peut absolument, quasiment tout savoir. On sait les appareils qui restent chez vous quand vous allez au travail, les appareils que vous gardez avec vous, ce que vous préférez consulter dans le métro, ce que vous consultez au travail, ce que vous consultez chez vous. Avec toutes les données qu'on a, si vraiment on fait des croisements sur tout, il y a de grandes chances qu'on connaisse une majeure partie de votre vie. Donc c'est quand même un petit peu inquiétant. Ouais, c'est ça. Surtout que là, on n'a parlé que de 3 ou 4 services sur les 36 ou 46 qu'on vous a montré au début. En vrai, il y en a énormément plus. Oui, en regardant dans les fichiers, vous avez accès à vos données de mail. Vous pouvez retrouver tous vos brouillons, les mails que vous avez envoyés, les mails que vous avez reçus, tous vos journaux de contact directement dans Gmail. Tout ça, c'est stocké et renvoyé par Google Takeout si vous le demandez. Vous avez des données sur tout ce qui est shopping, donc tout ce que vous avez consulté en termes sur Google Shopping, ce que vous avez acheté, ce que vous avez mis sur liste d'envie. Vous avez absolument tout. Et vous avez une partie très importante, bien évidemment, pour l'argent, pour les pubs. De la même façon qu'on vous a montré tout à l'heure pour les centres d'intérêt, il y a un listing de toutes les pubs qu'on vous a proposées. Celles que vous avez cliquées, vous avez des pourcentages sur les pubs qui vous intéressent le plus, celles qui ont le mieux marché avec vous, celles qui ont le moins marché. Donc, ça fait beaucoup de données et il y en a encore plein d'autres parce que comme on a dit, il y a 46 services, donc il y a absolument des données pour tous les services que vous utilisez. Et le problème, c'est que là, on n'a parlé que de Google, mais c'est pas que Google. Et non, c'est pas que Google. Si on revient sur les GAFAM dont on a parlé juste avant, on a Google avec tous ses services, YouTube, il y a même Waze. On a aussi Apple qui a tous les iPhones, ils ont même intégré Shazam, donc dès que vous regardez une musique, ils le savent. Facebook avec tout leur système Meta, WhatsApp, Messenger, ils connaissent tout sur votre vie privée. Amazon aussi qui a racheté récemment, il y a quelques années quand même, Twitch, qui a pas mal un monopole. Et aussi on a Microsoft derrière avec tout ce qui est LinkedIn et GitHub pour les devs. Je crois d'ailleurs il y avait une conf de mecs d'OVH qui parlait de ça où vous ne pouviez pas faire de push à cause de ça justement parce que c'était à Microsoft. Et en plus de ça, quand on réfléchit, là on vous montre des applications que vous avez l'habitude d'utiliser, donc tout ce qui est applications de Google, etc. Mais en fait, il faut penser à toutes les applications qui utilisent des services de Google. Toutes les applications où vous vous connectez avec Google, ça peut participer à récupérer des données. Je suis sûr et certain que dans la salle, il y a des gens qui ont joué à Pokémon Go. Si vous aviez connecté votre compte Pokémon Go avec un compte Google, ça a participé à récupérer par exemple tout ce qui est données de localisation, etc. Donc ça ne représente pas que les applications que vous affichez là, c'est toutes les applications qui sont en lien avec aussi ces applications-là. Donc ça multiplie le nombre d'applications qui peuvent récupérer vos données
par pas mal quand même. Après, là on voyait Facebook. Moi personnellement, Facebook, ça fait longtemps que j'ai arrêté de l'utiliser. Et en plus, j'ai supprimé juste avant d'arrêter mes quelques photos. Donc en vrai, normalement, je suis tranquille. Personne n'a mes photos, quoi. C'est dommage parce que tu as des potes qui sont un peu malins. Et en vrai, sur Internet, tout se garde, mais rien ne se perd. Donc pour ces screens-là, moi je suis allé faire 2-3 screens de tes posts Facebook qui datent d'il y a très longtemps. Je vais pas les montrer pour éviter de foutre la honte à Michael quand même, mais on va vous montrer 2-3 tweets qui se sont déjà retrouvés sur Internet par des gens que vous connaissez. Donald Trump par exemple, qui parle du réchauffement climatique, c'est parce que c'est les Chinois qui veulent embêter les US, ou encore Elon Musk qui dit que le coronavirus n'existe pas. Voilà, c'est plein de trucs qui forcément sont tweetés au moment T. On a même des Français de chez nous, donc c'est cool. C'est plein de points négatifs qu'on n'aimerait pas revoir, quoi. Yes. Après, en vrai, il n'y a pas à chercher plus loin. On est sûr et certain maintenant que c'est grâce à toutes ces applications que la personne a eu toutes ces données sur nous. C'est ça. Donc c'est... Oula. C'est bien grâce à ces applications que je suis partout. C'est ce qu'on a dit. Il se peut même que je vous écoute. Putain, là, tu penses qu'il nous écoute et il nous voit? Ça m'étonnerait quand même. Je vais Fais un essayer petit test. Vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. Non mais c'est pas possible. Genre là, il nous voit, il nous écoute. Il y a mon Mac qui a été hacké. Là, c'est pas possible. Comment il fait ça? D'où ça vient? Pourquoi il a toutes ces données? Alors, on s'est intéressé, on a regardé d'où est-ce que ces données elles provenaient, parce qu'elles viennent des applications, mais du coup, comment les applications elles récupèrent tout ça? Oui, en vrai, vous avez vos appareils mobiles qui ont des capteurs de partout, que ce soit micro, données GPS, quand votre téléphone y bouge, c'est des données aussi qui sont envoyées. C'est plein de trucs dans un petit appareil qui font qu'on sait exactement ce que vous faites, ce que vous dites entre guillemets et où vous êtes. On a aussi tout ce qui est achat en ligne. Dès que vous achetez un truc en ligne, coordonnées bancaires, votre nom, votre prénom, votre email, votre adresse, tout ça, point de collecte, là où vous habitez. Et en plus de ça, les achats en ligne, il y en a de plus en plus ces dernières années, parce on fait de plus en plus d'achats en ligne, on fait de moins en moins d'achats en physique, donc c'est du coup la récolte des données là-dessus est quand même favorisée pour tout ce qui est pub, etc. Ça passe en grande partie par ça. C'est clair, le coronavirus, c'était cool pour eux. Ensuite, on avait tout ce qui était formulaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on parle encore de Facebook, hein, désolé, mais bon, voilà. Facebook, à l'époque, vous aviez des petits formulaires qui vous disaient quel Power Ranger sais-tu, ou quel personnage de Star Wars es-tu et tout. Ça, c'est des données, c'est des formulaires auxquels vous accédez avec votre compte Facebook. Et il y a eu plein d'arnaques sur ces formulaires-là où en fait ils récupéraient toutes les données de votre compte Facebook et là c'était la débandade pour eux, ils adoraient ça. Donc voilà, c'est plein de données comme ça et on a les objets connectés. On en a, nous on a des montres connectées, c'est un peu con. Mais votre taux de CO2 dans le sang, votre rythme cardiaque, ça c'est plein de données qui sont aussi utiles, positivement et négativement. Après ça dépend ce qu'ils en font, quoi. Et ça du coup c'est que quelques exemples. Mais toutes ces données, elles sont utilisées. Il y a plein de points négatifs, donc on vous a dit avant. Mais il y a quand même quelques points qui sont plutôt positifs là-dessus. C'est vrai qu'on a passé beaucoup sur les points négatifs, mais les points positifs, notamment qu'on peut noter, c'est la personnalisation de contenu. Spotify qui l'utilise beaucoup aussi. Là, c'est ma playlist. Bon, voilà, si vous voulez écouter des bons sons, allez-y, faites-vous plaisir. C'est les sons que j'écoute tout le temps, vraiment, tous de la liste. Donc voilà, ça peut être des trucs intéressants, hein. Il y a ça, mais il y a aussi Instagram qui fait ça aussi. Il y a aussi Instagram, donc généralement, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup Instagram, mais vous avez plein de pubs. On a pris quelques screens. Là, vous pouvez juste voir qu'avec Étienne, on n'a pas les mêmes envies. Ouais. Moi, j'ai envie de partir en vacances. Étienne a envie d'un singe. Voilà. On n'a pas les mêmes préoccupations, hein, mais après aussi, il a vu que je cherchais des vêtements il n'y a pas longtemps, donc il me proposait des pubs comme ça sur les vêtements. Donc tout ça, en fait, ça passe par ce qu'on cherche, par tout ça, ça fait partie de la personnalisation de contenu. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a plein de contenus qui sont gratuits. C'est parce que du coup ils se servent de nos données. C'est un peu comme ça qu'on les paye. Mais même comme ça, le truc c'est que toutes ces données elles sont utilisées pour l'argent. Genre ok, il y a des côtés positifs, mais si Spotify vous donne ça, c'est parce que vous payez un truc derrière. Donc c'est la raison principale de pourquoi vos données sont collectées. Et c'est un peu dommage quand même. Après, je pense qu'il y a forcément un moyen de dire non à tout ça, de pouvoir désactiver ça, je pense, parce que sinon, c'est pas possible. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais c'est inévitable. Vous pouvez essayer de disparaître, mais je vous retrouverai toujours. Ah, décidément, ça arrive tout le temps au bon moment. C'est fou comment il arrive bien. Ouais. Il va un peu à l'encontre de ce qu'on dit dans notre conf quand même. Genre, est-ce que c'est vraiment possible de disparaître d'Internet ? Et bien justement, en fait, c'est la question que tout le monde se pose, et la réponse est non.
Désolé, Merci beaucoup. On a fini. Merci beaucoup. Non, c'est pareil. On va quand même vous donner quelques petites astuces sur comment devenir un vrai ninja digital. Donc première chose, pour devenir un vrai ninja digital, ça passe par une première phase, c'est qu'il faut se protéger. Ouais. Donc premier truc, politique de confidentialité. Vous savez, les grands textes, quand vous inscrivez à un endroit où tout le monde scrolle comme ça, coche et met valider, et ben moi aussi je le fais, c'est pas grave. Et ben généralement, dans plein de ces textes-là, c'est ici qu'on indique ce que l'application va faire de votre donnée. Quelles données elles vont récupérer, qu'est-ce qui va être utilisé, comment, etc. Personne ne lit ça, mais normalement, faudrait. Ouais, mais il y a un truc qui met, il y a une série en ce moment qui met ça en lumière, c'est Black Mirror, je pense que vous avez vu, la dernière saison, premier épisode, sujet direct, politique de confidentialité. Je vais pas vous spoil l'épisode, mais c'est pas mal. Ensuite, pour protéger ces données, il y a toute la partie du renforcement de tout ce qui est authentification. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde sait, mais tout ce qui est sécurité de vos mots de passe, gestionnaire de mots de passe, etc., c'est des choses qui sont très importantes à avoir. Parce que comme on a vu avant, une grande partie de votre vie est disponible sur ces applications-là, par exemple sur votre compte Google. Quelqu'un qui récupère les identifiants de votre compte Google peut télécharger absolument toutes les données de Google Takeout. Il y a quand même pas mal d'informations sensibles là-dedans, des informations qui sont personnelles que vous n'avez pas envie de transmettre. Donc c'est quand même très important de faire attention à ça. Autre moyen de se protéger, utilisez NordVPN. Vous avez un code promo si vous... Non, c'est pas vrai. Non, mais par contre, oui. En vrai, ça vaut quand même le coup pour certaines choses de passer par un VPN, mis à part toutes les blagues qu'on en fait. Ça a quand même des intérêts au niveau de protection de vos données. Ensuite, deuxième chose, pour devenir un vrai ninja digital, c'est que il faut agir quand même. Ça sert à rien de venir voir une conf. Après, il faut quand même faire des choses. Première chose à faire, c'est désactiver la collecte de données. C'est quelque chose qu'on a remarqué quand on a cherché nos données pour les mettre sur l'application. Sur les 3 dernières années, sur mon compte perso, on n'avait absolument aucune donnée qui était renvoyée par Google Takeout, que ce soit de localisation, de shopping, etc. Et en fait, en regardant un peu directement dans l'interface de Google, vous avez accès à tout un panel. Vous pouvez décocher des données Google qui peuvent être récupérées sur vous. Donc si vous ne voulez pas que ce soit fait, c'est ici qu'il faut aller. Vous pouvez désactiver tout ce qui est localisation, votre historique, etc. Donc n'hésitez pas. Toutes les applications que vous utilisez et qui récoltent certaines de vos données ont l'obligation de mettre à disposition à un endroit. Elles ne le font peut-être pas toutes, mais normalement, elles doivent faire en sorte que vous puissiez voir les données qui sont récoltées sur vous, ou alors vous pouvez les demander, et normalement, vous pouvez désactiver la collecte de ces données. Donc faites-le. N'hésitez pas à aller voir sur vos comptes Google et à activer ça, c'est très important. Ensuite, vous avez la partie géolocalisation. Vous avez plein d'applications qui utilisent la géoloc et dont vous ne vous servez pas. N'hésitez pas à aller la désactiver. Je sais que sur iPhone, généralement, quand on demande la géoloc, vous avez la possibilité de toujours activer la géolocalisation, jamais, ou alors quand l'application est active. L'option quand l'application est active, si vraiment c'est nécessaire, c'est le mieux pour vous parce que ça permet de continuer à utiliser l'application. Mais quand même, c'est assez limité. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à connaître vos données. Donc, c'est pas connaître. Je pense que vous connaissez tous, ce qui est logique. Mais c'est plus savoir les données que vous rendez publiques sur Internet. Il faut toujours avoir un œil sur ce que vous avez sur les différents réseaux sociaux, sur Internet en général. Parce qu'en fait, c'est en sachant tout ce que vous avez mis à disposition d'Internet que vous pouvez contrôler ce que vous voulez montrer ou pas. Et ensuite de ça, c'est nettoyer ces données. Vous avez sûrement plein d'anciens comptes Google dont vous ne vous servez plus, d'anciens comptes de réseaux sociaux ou autres sites. N'hésitez pas à les supprimer ces comptes. Si vous n'en servez pas, ça ne sert à rien de laisser les données disponibles. En plus de ça, je pense que ça fera aussi un peu de bien à la planète pour le stockage. Donc n'hésitez pas à aller nettoyer tout ça. Ça fera du bien à tout le monde. Ça. Et puis un dernier point aussi, c'est devenir un ninja digital, c'est prendre conscience. On le redit, mais faites attention à ce que vous publiez sur Internet. Quand vous avez envie de tweeter un truc politique ou quoi, vous avez le droit, mais faites attention, ça a peut-être des répercussions plus tard. Faites attention à ce que vous mettez sur Instagram quand vous voyagez ou des trucs du style.
On sait que tout le monde a envie d'être un peu influenceur, on a tous des superbes communautés et sur Instagram on met de partout où on est, mais faites quand même attention, c'est une assez mauvaise pratique. On peut vous retrouver très vite, ouais. Sur vos appareils, faites attention au nombre d'applications que vous utilisez et surtout à ce que ces applications vous demandent. Généralement, on utilise 10 000 applications pour faire une chose chacune et du coup, chaque application récupère des données différentes à chaque fois et ça, c'est pas fou, quoi. Et dernier point, soyez vigilants et tenez-vous informés. Si vous utilisez des gestionnaires de mots de passe, généralement, ils vous indiquent quand un site a été attaqué et que votre mot de passe a peut-être été leaké pour pouvoir vous le changer et tout. Restez informés des dernières attaques, des cyberattaques qui ont été effectuées. Peut-être vous en avez été la cible, etc. C'est important de rester à jour sur ce sujet-là pour être protégé. Et puis, je pense que là, on a fait 3 gros points sur comment devenir un ninja digital, mais un petit dernier point, je pense, ça peut être l'open source. Yes. Il y a une autre solution, c'est utiliser des choses open source. Vous avez une meilleure visibilité sur comment vos données sont utilisées. Vos données, elles sont un peu plus libres. Donc, on a mis quelques exemples. Exemple sur tout ce qui est messagerie instantanée. Il y a quelques temps, ça avait fait pas mal de bruit, mais l'utilisation de Signal ou de Element. De la même façon, au niveau des navigateurs web, vous pouvez préférer utiliser Firefox, Brave ou directement Chromium. En plus de ça, ça fait un point en plus où on remarque qu'il ne faut pas utiliser Safari. Et pour finir, de la même façon, système d'exploitation, donc des OS qui sont open source, vous êtes plus libre de vos données, vous avez plus de chances de contrôler tout ça et c'est quelque chose qui est très important. On n'a mis que 3 exemples, mais bien évidemment, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à regarder et à partager autour de vous si vous avez des solutions pour tout ça. C'est ça. Bon, là, on fait peut-être un peu peur avec plein de règles et tout, mais il y a peut-être des points positifs après tout ça, encore une fois, de ce qu'on dit, quoi. Yes, en fait, des points positifs, il y en a plein. On vous en a déjà parlé tout à l'heure sur tout ce qui était customerisation. De tout ce qui est de vos profils, de vos musiques, etc. Ça passe par ça. Mais on a quand même trouvé d'autres points positifs à tout ça, sur tout ce qui était les assistants vocaux qui nous écoutaient, etc. Donc on vous a mis quelques exemples. Donc là, premier exemple, c'est un assistant vocal à New Mexico qui a détecté lors d'une agression qu'un mari faisait à sa femme. Ça a détecté l'appel à l'aide, ça a appelé les secours, etc. Ça a enregistré la conversation pour servir de preuve. Je ne sais pas si ça a été utilisé, mais voilà, ça a quand même des points positifs que les assistants vocaux, par exemple, soient toujours en écoute quand on les appelle ou quoi. Il y a un autre exemple. Alors ça, c'est un peu bête pour la personne. On s'est rendu compte, il y a eu plein d'articles où les forces de l'ordre, elles utilisaient tout ce qui était vos données de position sur Google, etc. Alors là, on a un artiste. Il a commis un crime, il avait absolument tout fait, effacé toutes les preuves, alibi, etc. La police a pris son téléphone et en fait, dans ses localisations, il y avait le lieu du crime. Donc, un peu bête. Donc, retenez quelque chose, c'est que si un jour vous faites un crime, juste ne prenez pas votre téléphone. Et ensuite, autre exemple, on en parlait tout à l'heure, mais tous les objets connectés, c'est à peu près la même chose. Ça collecte plein de données sur vous, votre rythme respiratoire, votre localisation, plein de choses comme ça, mais c'est des choses qui peuvent être utiles pour tout ce qui est accident, etc. C'est déjà arrivé plein de fois que des personnes aient des accidents, elles étaient seules et avec des objets connectés qui partagent leur localisation, ça a été possible de les retrouver. Donc il y a quand même des points positifs, on ne peut pas absolument tout couper nos appareils, etc. Il faut quand même relativiser un peu. Ouais. On a dit pas mal de trucs quand même, là ça fait un petit bout de temps qu'on parle, on va peut-être faire une conclusion. On va peut-être regarder en soi, qu'est-ce qu'il faut retenir. Donc première chose qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, on ne peut pas disparaître d'Internet. C'est une action qui est inévitable. On utilise tous plein de services qu'on retrouve, donc Google, Facebook, tout ça. Et malheureusement, avec toutes ces utilisations, on ne peut pas faire en sorte de stocker aucune donnée, on ne peut pas être sûr en tout cas. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de faire attention. Il faut limiter les données qu'on rend disponibles, mais c'est impossible de disparaître totalement d'Internet. On est désolé, on a essayé, mais il y a beaucoup trop de données sur les années qui ont déjà passé. Vous avez déjà beaucoup fait parler de vous sur Internet, donc c'est déjà trop tard. Et en plus de ça, on est dans une ère
où on sert de plus en plus de services, d'Internet, etc. Et on a besoin de tous ces comptes Google dans votre milieu pro, tout ce qui est agenda, mail, etc. Vous en servez. Donc vous n'avez pas le choix en fait. Ça fait partie du truc. Donc vous pouvez contrôler pour limiter toutes ces informations. Mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir éviter ça. C'est ça. Et vu que du coup c'est une action inévitable, le mieux à faire c'est protéger vos données, utiliser des gestionnaires de mots de passe, de la double authentification. On vous rabâche ça tout le temps, je pense, dans vos boîtes, etc. Mais en vrai, c'est un truc vraiment très, 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 très utile. Protégez votre vie privée, ne mettez pas n'importe quoi sur les réseaux, etc. Utilisez des trucs sécurisés. Passez sur de l'open source si vous avez peur des GAFAM, par exemple. Ça peut être des bonnes alternatives. Et un dernier gros point, du coup, c'est la prise de conscience de ce qui se passe. Il ne faut pas se dire, ah, tout est beau, tout est rose. Google prend mes données, mais ça va. Tranquille, ils sont sympas, ils font un avec. Faites attention à ce que vous postez, faites attention à comment vous communiquez sur les réseaux, et puis généralement évitez de faire des grosses stories Instagram comme ça. Sans... Salut, on est en direct du Bracecamp. Ça te dérange pas? Non mais c'est pas grave, je vais y supprimer après. Faites pas du tout comme lui, quoi. Lui, il a rien compris à la conf. Google vous remercie pour vos données, et nous on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Je crois qu'en plus on a plein de temps pour les questions. Ouais. On vous a mis un QR code, c'était pas fourni pour la conf, mais c'est un QR code d'open feedback. Si vous pouvez donner vos feedbacks sur la conférence, c'est très cool, comme ça va nous permettre de nous améliorer, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions... je crois que le micro va passer. Ah. Ouais, merci pour la conf. Alors je remets une pièce dans la boîte de l'open source, hein, évidemment. Merci. Et je voulais rajouter qu'il y a une appli, il y a les stores alternatifs qu'on peut utiliser, notamment F-Droid pour Android, qui permet de regrouper les applications, enfin des applications open source. Et notamment, il y a une application dessus qui s'appelle Exodus Privacy, qui permet d'analyser les applications que vous avez sur votre téléphone et de vous faire la liste des autorisations qui paraissent un peu abusives ou des pisteurs qui sont inclus dans ces applications et qui paraissent abusives. Donc pour prendre conscience, c'est un outil qui est hyper pratique aussi. Voilà. Ok. C'était pas une question. Yes, non, mais merci. Merci. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir. La première fois qu'on a donné cette conférence en interne à Zenica, on avait parlé de ça avec un autre consultant. Et en fait, il y a des applications et des sites qui existent déjà où vous avez la possibilité, si vraiment vous voulez supprimer beaucoup de données sur vous, vous pouvez utiliser ces applications. Généralement, c'est un peu payant ces services, mais ça permet de faire un scan sur tout ce qui est disponible sur vous sur Internet, que ce soit dans les résultats de recherche ou même les applications que vous avez utilisées ou vous êtes connecté avec votre compte Google, etc. Donc c'est payant, mais c'est possible et ça fait un énorme listing de tout ce qui peut être fait, et ça permet aussi un peu de comprendre quel service utilise vos données. Donc ça donne un peu une vision d'ensemble. Putain, on a été tellement clair, il n'y a pas de questions. Tout compris. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez trouvé un moyen de supprimer par exemple les données Google Takeout. On n'a pas vérifié, mais en vrai si c'est possible. De toute façon c'est les données Google en termes généraux, donc Google permet de supprimer vos données. Et c'est même un truc que j'avais essayé moi de faire, c'est que vous pouvez même demander à Google de vous désindexer de son moteur de recherche. Ça prend un peu de temps généralement, moi je crois que j'avais attendu 1 ou 2 mois, mais en vrai ça marche plutôt bien, donc ouais c'est des données que vous pouvez supprimer. Ouais. Après, pour la partie suppression de données sur Google Takeout, il y a un truc dans l'interface pour demander de supprimer toutes les données. On espère que Google le fait vraiment. Après, est-ce qu'ils le font, je ne sais pas. Après, mais il y a bien un moyen directement sur l'interface de supprimer toutes ces données. Merci. Normalement, s'ils suivent les RGPD, ça devrait aller. Oui. J'espère que Google ne nous écoute pas. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une petite question. J'ai bien aimé les applications que vous avez faites pour visualiser les données de Google Takeout. Et je me demandais si c'était quelque chose que vous envisagiez potentiellement de rendre dispo pour qu'on puisse essayer sur nos données. Yes, on nous avait déjà posé la question. Ouais. Le but, c'est de le rendre disponible. Faut juste qu'on refasse une version propre où on enlève toutes nos données. Ouais, c'est ça. Les 6 gigas de données, on va peut-être pas les rendre publiques. Mais oui,
on fera en sorte de rendre ça disponible. On mettra sûrement un lien sur Twitter ou quoi si vous voulez nous suivre. Et oui, c'est peut-être plus simple que de lire directement dans le HTML entre DBR. Oui, voilà. Merci. Il y avait une question Je crois qu'il y a devant une là. question là. Du coup, merci pour cette présentation. Et j'avais une question. Est-ce que le fait de ne pas utiliser, lorsqu'on fait des recherches sur Google, de ne pas utiliser son compte Google, est-ce que ça permet de... Est-ce que Google utilise quand même des données sensibles sur nos appareils pour savoir qui on est, ou alors c'est totalement anonyme? Alors ça, on n'en a pas la certitude. Après, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup de liaisons qui étaient faites par rapport au device qui est utilisé. Donc je ne sais pas si directement il lit ça à ton compte Google si tu n'es pas connecté. Mais en fait, vu qu'il y a de grandes chances que tu aies un service Google qui soit allumé en parallèle ou que tu aies activé les notifications de tes mails, etc., que tu aies un onglet ouvert, je pense qu'il y a quand même de grandes chances que ça fasse le lien entre tout. Je me dis que si vraiment tu n'ouvres qu'un onglet navigation privée et tu fais des recherches, ça arrivera nulle part. Mais sinon, il y a de grandes chances que ce soit quand même un peu récupéré. Donc il y a un bon moyen aussi d'éviter qu'on révoque trop les données, c'est d'éviter d'avoir son compte Google activé lorsqu'on fait des recherches, par exemple. Ouais, après du coup ça c'est ce qu'on disait un peu, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, c'est un truc qui est quand même sacrément embêtant à faire. Parce que généralement, au quotidien, ce que tu utilises, tu as quand même besoin de tes mails. Ton compte Google, tu as quand même plein de préférences, de favoris, etc. qui sont enregistrés. Donc pour faire ça, il faudrait à chaque fois que tu as besoin, tu te connectes. Une fois que tu as fini, tu te redéconnectes. Du coup, à chaque fois que tu vas accéder à tes mails, tu refais ça. Je pense qu'on te redemande la double tente. Ça peut être une solution, mais je pense que c'est peut-être... de mon point de vue, c'est un peu overkill. Je crois qu'il y en a qui sont pas d'accord avec toi. Merci. Ok, je vais répéter du coup la réponse. Je vais faire un résumé. Les appareils, ils ont une signature unique qui fait que généralement, quand vous vous connectez avec un appareil à un service, ça va sauvegarder du coup cet appareil. Et même si après vous n'êtes pas connecté, ça va faire la liaison entre les deux. C'est bien résumé? Parfait. Ok. Je pense que là-dessus, ça peut marcher. Après, je pense qu'il y a une partie du coup que ça enlève. C'est peut-être la partie de tout ce qui est pub, etc. Mais oui, peut-être que le tracking, du coup, il y a de grandes chances que ça continue à... Il y avait encore Yes. une question au milieu. Donc malgré ce que Madame a dit, il y a une façon assez facile en fait de décorréler dans le même navigateur son compte Google des recherches qu'on fait. Dans Firefox, il y a une extension qui s'appelle Multi-Account Containers et ça permet d'avoir un conteneur pour son compte Google, un conteneur potentiellement pour son compte Facebook si on va sur Facebook, et avoir dans le conteneur par défaut aucun compte connecté. Et donc les cookies ne seront pas partagés entre les containers. Okay, ouais. Et, moi j'utilise ça et c'est assez pratique pour ça. Ok. Ok, ouais, tout est isolé dans chaque conteneur. Ok, ça marche. Je pense que c'est tout bon. Yes. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.